Bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Geneviève Motard, je suis présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec. Bienvenue à cette deuxième édition de CPA en direct. Je vous rappelle, notre première édition a été avec notre collègue et ami Pierre-Yves McSween. Alors, le CPA en direct, c'est un événement où on a un invité de marque que je vais vous présenter dans quelques minutes pour vous parler de parcours intéressants et différents. Comment la profession de CPA peut vous amener à être présidente d'un ordre, ministre de la Santé ou même de ce temps-ci, premier ministre. Alors, vous êtes presque 2000 à nous écouter en ligne, fait qu'on est très content de pouvoir vous offrir cet événement aujourd'hui. Vous savez, comme ordre, on n'arrive pas à travailler sans l'apport extraordinaire de nos partenaires. Alors, encore une fois, les gens de chez Desjardins, Vigilis, Décimal et la personnel, merci beaucoup de votre appui. On ne le prend pas pour acquis. On aura l'occasion pour vous de poser des questions à la fin de l'entrevue d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir une boîte qui apparaît à votre écran et qui vous permettra d'inscrire des questions. Et M. le ministre nous a donné du temps aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Alors, sans plus tarder, je vous présente le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a été, M. Dubé, jeté dans le feu de l'action en pleine pandémie. Alors, vous êtes député de la Prairie et ministre de la Santé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon. Alors, on a 4 volets. Vous m'excuserez, messieurs, dames, les feux de la caméra me font pleurer des yeux. Donc, soyez indulgents. C'est pas vous, monsieur le ministre, bien qu'on est bien content que vous soyez là aujourd'hui. Alors, on a 4 volets de questions aujourd'hui. Premier volet, un peu sur votre parcours de CPA. Après, comment un CPA fait le saut en politique. On est quand même très fiers de ça, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Après ça, tous les défis qui vous attendent en santé. Et les CPA, vous savez, sont avides d'actualité, lisent les journaux et vous voient sous les feux de la rampe aussi ces temps-ci. Et à la fin, on vous demande un peu des mots de sagesse. Hein? Qu'est-ce que vous diriez à nos jeunes d'aujourd'hui? Puis aussi l'apport des CPA très important au Conseil des ministres. Alors, je vous pose votre première question. Vous êtes devenu CPA, pourquoi? Est-ce que vous étiez petit puis vous rêviez de devenir comptable professionnel agréé? Pas au début. pas au début. En fait, quand je me préparais à cette rencontre-là qu'on a aujourd'hui, là, que j'apprécie beaucoup, j'essayais de voir c'était quoi le déclencheur de... Premièrement, j'étais certain que je m'en allais en administration. Ça, pour moi, c'était clair. Parce que je viens pas d'une famille de gestionnaires ou de gens d'affaires, mais ça m'a toujours impressionné, même tout petit, là, comme tout le monde. J'ai vendu ma limonade, puis etc., etc., là. Mais je pense que c'est un oncle que j'avais qui était chez Desjardins. Mm-hmm. Et ça m'avait impressionné d'aller avec lui à son bureau et de voir qu'il gérait du monde, qu'il s'occupait de... à quelque part dans le mouvement Desjardins, je ne me souviens pas exactement de son rôle, mais ça m'avait impressionné. Alors, quand j'ai décidé d'aller en administration, ça, pour moi, c'était clair. Puis probablement, dans ce temps-là, en première année, puis là, ça fait longtemps, je ne dirais pas ça fait combien de temps, mais ça fait longtemps, on ne dit pas. Et j'ai, à ce moment-là, réalisé, quand je regardais déjà, moi, j'aime toujours aller à la conclusion de quelque chose. Je commence quelque chose, je veux dire, ça va être quoi ma conclusion? Ouais. Puis ma conclusion, j'ai vu qu'au bout de 3 ans, où il y avait vraiment des offres d'emploi, c'était ceux qui étaient CA. Dans ce temps-là. Alors, j'ai dit, bon, bien, pas compliqué, je veux être en administration. La spécialité, ça devrait être comptable agréé dans ce temps-là, qu'on appelait CA. Et pour moi, c'était évident que c'était mon permis de conduire pour être en affaires. Je voyais ça comme ça. Là. Ça, c'est la base. Ça a l'air que tu trouves une job plus facilement avec ça. C'est comme ça que je l'ai raisonné. Puis c'est ça, hein? Souvent, les gens disent le titre de CPA, c'est comme la clé dans le monde des affaires. Comment votre titre de CPA, après, vous a servi là, dans votre parcours de carrière? Puis après ça, on va passer au volet. Comment vous avez fait le saut en politique? Bien, en fait, moi, j'avais beaucoup de choses que je voulais apprendre. Je voulais apprendre... je vais appeler ça d'être CPA, le cours de finance, les cours de comptabilité. Pour moi, ça, c'était la langue des affaires. Ouais. Je le voyais comme ça. Rapidement, quand on a commencé dans ce temps-là, on se faisait courtiser par les grandes boîtes de CA, même 1 an, des fois même 2 ans d'avance. Puis moi, j'avais dit, puis là, je peux le dire, la firme dans ce temps-là, qui était Pricewaterhouse, mais pas Coopers, là, donc avant la fusion... Les gens m'avaient dit, parce que moi, j'avais dit, je veux apprendre l'anglais.
Moi, je viens de la région de Québec, j'avais peu ou pas d'anglais. Fait que ça a été votre moyen. Puis ça, je trouvais aussi que je me dis, tiens, c'est des firmes qui sont à l'échelle internationale. Alors, il y avait ce besoin-là de la langue des affaires, mais aussi la langue anglophone. La langue que vous avez appris. Voilà. Et un CPA, après, vous avez eu un parcours, vous êtes allé passer à la Caisse de dépôt et tout ça. Et là, vous avez fait le saut en politique. Comment un CPA devient politicien? Encore une fois, est-ce que c'était quelque chose que vous rêviez quand vous étiez... Je vous agace un peu quand vous étiez petit, là, de dire un jour, je serai ministre de la Santé, mais j'imagine que la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Là. J'aurais jamais... Non, ce serait... Mais c'est drôle parce que le parcours de CPA dont vous parlez, pour moi, c'est comme si on y ajoute quelque chose qu'on décide à chaque fois, mais sans savoir exactement ce que ça va vous donner. J'ai travaillé pour une grande firme. Après ça, je suis allé à mon compte parce que je me souviens, dans ce temps-là, j'avais eu la chance avec cette firme-là, avec Pricewaterhouse, c'était des premiers ordinateurs. Vous allez rire de moi, là, mais moi, là, j'ai eu un gros compact, compact là, qui pesait plus lourd qu'une machine à coudre. Mallette, là. Je traînais ça me prenait presque quelqu'un avec moi. Et quand je suis allé à mon compte, c'était pour faire de la simulation financière. Mais là, je vous parle d'il y a plusieurs années. Oui. Alors, là, j'ai ajouté plus une expertise finance. Après ça, j'ai eu la chance avec Cascade, entre autres, moi, j'avais dit, je suis prêt à être votre CFO, mais en même temps, je voudrais aller dans les opérations. Alors, Alain Lemaire m'avait dit, OK, viens réorganiser les choses, le redressement un peu de l'entreprise à ce moment-là. Mais l'échange qu'on avait, avec la minute qu'il y aurait une expertise ou une place disponible en opération, je pourrais aller dans les opérations. Aussi. Alors donc, ça, c'est venu s'ajouter à l'expertise. J'étais en Europe pendant 5-6 ans, responsable des opérations de Cascade en Europe. Fait que vous voyez, c'est toutes des choses qui s'ajoutent. À un moment donné, lorsque je travaillais pour Raymond Royer, on lui a donné un prix hommage l'année passée. Oui, puis Raymond, ça a été un de mes grands mentors. Ouais. Et Raymond, j'avais dit, Raymond, si tu veux m'aider dans ma progression, j'aimerais ça faire un conseil d'administration. C'est pas toujours facile pour un CEO de dire, je vais envoyer mon CFO, je vais lui donner un peu de temps ailleurs. Il avait été assez extraordinaire. J'ai commencé à faire des conseils d'administration. Bien, c'est peut-être ça qui fait que je sais pas, 20, 25, 30 années plus tard, c'est l'ajout de toutes ces expériences-là qui s'ajoutent à la formation de CPA, qui fait que, là, quand j'ai eu l'opportunité d'aller en politique, ce qui était... J'avais toujours pensé, mais j'avais jamais osé. Puis est-ce que vous pensez que c'est... Moi, je vois souvent nos membres, ils ont l'intérêt public en tête. Hein? On a, c'est sûr. Comme gestionnaire, comme CPA avec votre parcours, moi, j'ai toujours cet intérêt-là de dire on est là pour servir les autres, à améliorer, dans mon cas, la protection du public. Par vous, ça a passé par un saut en politique. Tout à fait. Je dirais, puis je me souviens parce que quand un de mes collègues que vous connaissez bien, Pierre Fitzgibbon, avec qui on a travaillé ensemble, c'est lui qui m'a présenté à François Legault. Ah ouais? Et il m'a dit, puis à ce moment-là, j'étais dans un congé d'été de Cascade parce que j'étais responsable de l'Europe, puis on fermait nos usines pendant à peu près un mois. Au mois d'août. Alors, je suis au Québec, puis Pierre, on est à 1 semaine, 2 semaines des élections de 2012. Et là, Pierre me dit, écoute, M. Legault cherche quelqu'un de finance. Puis là, c'est le début de la CAQ. C'est là. Alors, je dis, écoute, je vais aller le rencontrer parce que moi, j'étais prêt, là. J'étais prêt, j'avais ma relève, ça faisait 5 ans que j'étais responsable de l'Europe. Ma conjointe était revenue en Amérique pour une autre promotion. Fait que là, je me posais des questions. Vous cherchiez un défi. Je cherchais un autre défi. Vous étiez ouvert au défi, on va le dire comme ça. Alors, il me présente François Legault, que je ne connaissais pas, pour un meeting de 20 minutes qui a duré 2 heures. Et on a échangé, lui et moi, sur qu'est-ce qu'on voulait faire avec le Québec. C'était aussi gros que ça. Comment servir le Québec. Alors, je suis sorti de là en disant, bien là, il faut que j'appelle ma conjointe pour lui dire qu'il vient d'arriver, il vient de se passer quelque chose. Là. Mais c'est un peu... Alors, fortuit, hein? C'était pas planifié, mais j'étais pas fermé à ça du tout. D'accord. Puis, j'ai eu la chance d'avoir des patrons à ce moment-là, les frères Lemaire, qui ont été
excessivement compréhensifs, puis qui ont dit, bien, écoute, si tu es assez fou pour le faire, on va te suivre là-dedans. On va être assez fou pour... mais Ben, de dire, si ça ne fonctionne pas, tu es toujours avec nous. Ouais. Ça fait que ça, je l'apprécie beaucoup d'avoir eu la chance de plonger, mais d'avoir un peu cet appui-là pendant que je faisais cette décision-là. Puis quand vous avez été assis dans la chaise, qu'est-ce qui vous a surpris dans le monde politique? C'est un autre monde, hein? C'est pas le monde des affaires. Oui. Bien, premièrement, il faut que je fasse attention, je dis ça, mais je pense que c'est mieux de commencer par l'opposition. Ah, intéressant. Oui, moi, Je vous écoute. avec du recul, là, j'ai fait... c'est quand même je viens de faire ma 4e élection, puis j'ai eu une pause entre les deux, là, quand je suis allé à la Caisse de dépôt pendant 4 ans. Avec du recul, je pense que d'être commencé avec l'opposition, j'ai pu voir le rôle du député. Vous apprenez les rouages, là. Oui. Puis je pense que c'est souvent... Je dis pas qu'on peut pas d'aller tout de suite au gouvernement, c'est pas ça que je dis, mais moi, dans mon cas, d'apprendre, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est... Tous ces députés-là ont tous le même goût de servir. Ils viennent tous pour représenter leur région ou une cause ou peu importe. Puis en même temps, il faut que tu apprennes c'est quoi le rôle du député. Là. Son rôle législatif. Moi, je connaissais rien à comment on fait les lois. Dans le rôle du contrôle, ça, j'en avais une bonne idée. C'est d'ailleurs, c'est ça qui a fait que j'ai été capable, dans mes 2 premières années, d'amener mon expertise. J'ai écrit un document sur comment modifier l'État. Hein? Il fallait que je sois assez confiant sur moi. Vous aviez les coups des franches. Quand on a présenté ça à l'élection de 2014, ça intéressait personne, mais au moins j'avais la satisfaction de l'avoir écrit. Puis c'était un autre gouvernement qui l'a pris. Bon. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça bénéfique de commencer avec l'opposition, d'apprendre à connaître c'était quoi le rôle. Puis quand j'ai eu la chance de revenir, parce que M. Legault m'a dit « Je t'ai laissé partir, mais là, je voudrais que tu reviennes. » Fait que là, on est en 2018. Et là, bien, la chance qu'on a eue, je suis arrivé encore à la dernière minute, mais là, on a été élu au gouvernement avec un mandat très fort. Puis là, bien, je me retrouve dans une position avec le Conseil du Trésor pendant les 2 premières années, où j'étais très à l'aise, parce que là, c'était plus... Oui, bien là, c'est un langage qui ne vous est pas étranger. Oui, c'est ça. Puis là, le rôle, là, c'est là que le gestionnaire. Le gestionnaire ressort, ce que j'ai appris des conseils d'administration, écouter les autres. Parce que c'est ça, le Conseil du Trésor. La reddition de comptes. C'est un conseil à toutes les semaines. Alors, ça, je me retrouvais très bien là-dedans. Et là, arrive la pandémie, bien là, c'est une autre chose. Alors... Vous êtes nommé ministre de la Santé. Vous avez tout un défi devant vous de, on va dire, refaire le système de santé, y repenser. Comment vous voyez ça? C'est quoi vos plus gros défis? Qu'est-ce qui vous attend sur la planche? J'ai commencé, quand je suis arrivé, je vais vous dire, moi, il y a quelques auteurs qui sont un peu mes mentors. D'accord. Puis, il y en a un qui, pour moi, qui est important, c'est comment on fait la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Puis quand je suis arrivé à la santé, bien, c'est sûr que l'urgence, c'était la pandémie, puis qu'il fallait se faire un plan. Moi, j'ai eu la chance, un peu contrairement à ma collègue Mme McCann, d'avoir un petit peu de recul par rapport à la première vague. Je suis arrivé après la première vague. Donc, je suis arrivé en juin. Mais vous êtes quand même dans le feu de l'action. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance, puis... de regarder qu'est-ce qui avait mal été, qu'est-ce qui s'était passé, un peu comme quand on fait un diagnostic de redressement. Et durant l'été, pendant que c'était un petit peu plus... on savait qu'on allait avoir une autre vague, on le voyait arriver partout. Fait que là, j'ai fait le plan de la 2e vague. Mais ça, je me retrouve là-dedans parce que les redressements que j'ai faits pendant des années... Tu le sais qu'il faut que tu te fasses un plan parce que c'est la première chose du gestion du changement, c'est que tu dois dire... Tout le monde doit comprendre que c'est urgent, puis tu dois avoir un plan. Alors, j'ai fait ça durant l'été. Alors ça, je me suis retrouvé, même si j'avais peu ou pas d'expertise en santé, c'est sûr que d'avoir un plan et d'aller chercher l'expertise où elle est. Parce que même si tu ne l'as pas personnellement, je pense que la force d'un gestionnaire, c'est de dire « ça, je ne le sais pas. Toi, tu le sais. Explique-moi où sont les zones d'ombre, qu'est-ce qui va me frapper, puis tout ça. » Fait que dans ce sens-là,
c'est ça que j'ai fait dans mes premiers Fait que mois. vos ensemble. compétences de CPA, moi, je dis tout le temps, on en jasait tantôt avant de rentrer en ondes, c'est le gestionnaire qui essaye d'avoir la vision 360. Tout le temps. Puis qui sait où sont comme vous dites, les zones d'ombre. Là. Vous savez ce que vous savez, mais vous savez aussi ce que vous savez pas. Ouais. Fait que là, comment vous avez géré cette urgence-là là, d'avoir demain matin, il faut des réponses, il faut un plan pour la prochaine vague. Vous dites, comment votre titre là, vous a amené à être capable de faire ce plan-là? Ben là, vous allez dire que ça fait très comptable, puis moi, j'ai jamais... Mais c'est pas une mauvaise chose. Exactement. C'est pour ça que j'allais vous dire, des fois, on est comptable, puis des fois, on est gestionnaire, mais c'est l'ensemble de toute cette expertise-là. Alors, quand j'arrive à la santé, le premier ministre, il me dit, Christian, il dit, la plus grande frustration que j'ai, c'est que j'ai pas de données. On n'a pas de données. On n'a pas de Je données. vous ai Puis ça, entendu là, souvent là-dessus. Puis là, j'ai dit, ben voyons donc, tu sais, ça fait... Comment on n'a pas de données? Comment on n'a pas de données? Puis là, j'ai réalisé qu'on n'avait pas de... Fait que ça vous a surpris. Ça m'a surpris. Demander, Et là, j'ai dit, on ne peut pas attendre. Puis là, je me suis fait dire par des gens d'informatique, bien, écoutez, dans 4-5 ans, on va refaire nos systèmes. Là, j'ai dit, écoutez, là... Et c'est là qu'on a pris l'approche des fameux tableaux de bord. J'ai dit, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas avoir un minimum d'informations des systèmes existants, si imparfaits soient-ils, on doit avoir un minimum d'informations. Ouais. Puis je vous dirais, la première année, là, pendant l'urgent, c'est comme ça que j'ai commencé à dire, bien, si on veut faire les changements à un moment donné, bien, il faut savoir. Alors, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans, mais là-dedans, le comptable en moi... Vous là, vous retrouviez quand même si c'est un domaine qui est complètement... Oui, mais c'est parce que je l'avais fait chez Cascade, entre autres, d'aller chercher Cascade. Quand j'ai passé par là pendant 10 ans, au début, on avait 125 opérations. Ah oui, quand même. Alors, donc, il fallait... C'était 4 compagnies publiques qu'on a ramenées à une compagnie. Donc, il fallait aller chercher l'information. Fait que je l'avais déjà fait une fois. D'accord. Le faire pour des usines ou le faire pour des hôpitaux. Des hôpitaux, c'est pas si différent. Les utilisateurs sont différents, mais la mécanique... Les indicateurs sont d'aller différents. chercher. Alors, ça, puis je me sentais bien dans ce rôle-là d'amener cette expertise-là ou de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a surpris, autre le fait qu'il n'y a pas de données? La culture, peut-être? C'est sûr qu'au niveau de la culture, je pense que... Puis d'ailleurs, ça va être là, c'est la prochaine étape. C'est qu'une fois que j'ai eu fait cette analyse-là, je vais dire à peu près 2 ans de diagnostic. J'ai l'air d'un médecin quand je dis ça. Vous ne faites pas de pratique illégale, là, c'est correct. Mais après 2 ans, puis là, on est en mars 2022, là, il y a exactement 1 an, ou à peu près 1 an. Là, c'est là que j'ai déposé le plan de santé. Parce que là, j'ai dit, bon, mais là, attends une minute, là, ça fait 2 ans qu'on roule dans l'urgent. Pendant ce temps-là, je me suis fait une tête de ce qu'il fallait faire. Et là, bien, je vous dirais que le plus gros mot, c'est le changement de culture qu'il faut faire. Parce qu'il y a un changement de culture important. Fait que j'ai déposé ce plan-là. J'ai demandé à Mme Savoie, qui est la sous-ministre à la Santé, qui fait un travail avec son équipe là, incroyable. Puis là, j'ai dit, comment on fait ce changement-là de culture? Puis qu'est-ce que ça veut dire, changer la culture? Et encore une fois, c'est mon expérience de 30 ans que je fais ça. Je l'ai vu, c'était quoi la culture chez Cascade. Je l'ai vu, c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait faire à la Caisse de dépôt quand je suis allé pendant 4 ans pour mettre le Québec sur le haut de la pile à la Caisse, parce que c'était ça que le CEO voulait, mais il fallait faire ce changement de culture-là. Alors, à la santé, il y a... Comment un CPA utilise ses compétences, tout son bagage d'expérience pour faire un changement de culture? Parce que c'est tout un processus, là. Bien, le deuxième auteur que je vous dirais qui me parle beaucoup, c'est un M. Kotler. Et lui, son expertise, puis il écrit Irwin Kotler. Qui a été fait sur la gestion du changement. Et il y a comme une recette que j'ai découverte peut-être trop tard. Parce que quand tu fais... Prenez note, messieurs, dames, allez vous acheter le livre de M. Kotler. La gestion du changement. Puis, quand je dis trop tard, j'aurais aimé ça le connaître plus tôt dans votre carrière. Mais en même temps, il n'est jamais trop tard. On apprend toujours. Mais le point que je vais vous dire, c'est que lui, il dit qu'il y a 8 étapes pour réussir une gestion du changement. Et quand je les ai lues,
À un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, je l'ai fait, ça, des fois, mais des fois, j'aurais dû le faire autrement. Alors, aujourd'hui, j'avais la chance, avant d'embarquer dans la prochaine étape, celui qu'on veut faire du plan de santé, là, je le savais, c'était quoi la recette. OK. Puis c'est là que je dis toujours, un exemple, bien, le plan de santé, ça ne se fera pas comme ça. C'est sûr. Il faut être réaliste parce qu'un changement de culture, ça prend des années. Mais une des choses, une fois que tu as dit, tout le monde est d'accord que c'est urgent en santé, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que le statu quo, c'est plus une option, là. La vision, bien, je l'ai réglée il y a 1 an. On l'a discuté avec tout le monde. Alors, comment travailler en équipe pour amener cette vision-là? Pour que les gens se sentent investis. Hein? Bon, bien ça, c'est la 2e de ces 8 étapes. Alors, quand on a fait ça, l'an dernier, quand on a déposé tout le plan, les gens ont dit, mon Dieu, il n'y a rien de nouveau, mais en même temps, il reprend ce qui n'a pas été fait puis qui fait consensus. Alors, on a déposé ça. Après ça, quand la stratégie est claire, bien là, tu peux dire, est-ce qu'on va jouer dans les structures ou pas? Ça, c'est toujours dangereux. Ouais. Mais il y a une autre personne qui a dit, structures follow strategies. Bien sûr. Et non le contraire. Et non le contraire. Oui, bien sûr. La stratégie, puis après, comment on organise ça. Alors, là, je n'irai pas dans toutes les étapes, mais c'est de l'avoir peut-être vécu moi-même dans les gestions de changement que j'ai faites dans ces entreprises-là, qui fait que quand j'ai voulu faire le changement de culture, et ça, bien, pour moi, je suis cette recette-là. Et là, après 1 an, parce que là, ça va faire 1 an je pense que je ne sais plus si c'est la 4e ou la 5e étape, mais qui est majeure, c'est faire des petits succès régulièrement. Parce que les gens questionneront toujours. Moi, je dis toujours, les sceptiques seront confondus. J'avais dit ça au plan de santé l'année passée quand je l'avais annoncé. Mais si on essaye de faire tout en même temps, ça ne marche pas. Non, mais ce qu'on a fait depuis 1 an, à chaque fois, je leur dis, regardez, là, cette semaine, on a un beau succès. Là. On avait dit que nos médecins prendraient 500 000 personnes de plus en charge, ce qui est un de nos gros enjeux. Puis on dit que ça va prendre 1 an. 9 mois plus tard, on a atteint notre chiffre. Okay. Fait que ça a l'air de rien, mais ça n'a pas tout réglé le problème. Mais si vous voyez ça comme un casse-tête, un succès à la fois, à un moment donné, les gens, je commence à voir, là, je suis en train de faire un beau paysage, je sais quoi je suis en train de faire. Fait que je résumerais ça comme ça, c'est cette expérience-là combinée que j'ai eue qui m'aide à faire cette gestion du changement. Mais je ne fais pas ça tout seul, là. Non, on est toute une équipe. Fait que la gestion de la changement, c'est un défi. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme défi? Notre système de santé, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme défi que bon, bien, premièrement, on a besoin de monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont... Puis, c'est pareil partout. Là, je voyais ce matin, en venant, que Doug Ford veut faire... il veut refaire la santé. J'ai regardé, j'ai eu la chance d'aller en Europe cet été quand je testais mon plan. Je suis allé au Danemark, je trouvais que c'était une population qui nous ressemblait. Très bonne gestion des données. Ils ont 500-600 ans d'avance sur nous, sur la gestion des données. Donc, ce que je suis en train de vous dire, Geneviève, c'est que tout le monde a le même problème. Bon. C'est planétaire. C'est planétaire. Donc, on voit ça dans les CPA. Donc, mon grand problème, c'est une gestion des ressources humaines. Puis c'est pour ça que j'ai dit que c'était une des fondations du plan de santé. Dans les activités qu'on fait, les conventions collectives, vous en avez entendu parler cette semaine, c'est gros. Alors, il y a des choses qu'on peut faire par projet de loi, comme on a annoncé la semaine dernière là, sur les agences de santé. Il y a des choses qu'on peut faire par convention collective, puis Dieu sait que ça, on en a beaucoup à faire. Il y a des choses qu'on peut faire par règlement. On n'a pas besoin d'aller en projet de loi, c'est plus facile à opérer. Entre autres, des cloisonnements de profession, etc. Vous allez travailler avec les ordres là-dedans. De la santé, c'est sûr et certain. C'est sûr, c'est très gros. Ça. D'ailleurs, on l'a vu, quand on décloisonne, je donne l'exemple, on a décloisonné pour les infirmières spécialisées, bien, depuis qu'ils peuvent prendre eux-mêmes une clinique à leur nom, dans les 2-3 derniers mois, on a ouvert 7. Mais ça, c'est lié au... C'est vos petits succès de tantôt, là. C'est exactement. Alors, c'est pour ça que des fois, oui, c'est gros. Comme là, on va avoir un gros projet de loi qui va arriver en mars. Donc, un autre des gros morceaux de casse-tête où on veut tout re-questionner l'efficacité, la gouvernance de la santé. Attachez votre sucre. Oui, ça, c'est mi-mars. Là, ça va être un gros morceau. Mais en même temps, si les gens le voient dans la
continuité de cette Ouais. gestion de changement-là. Ouais. Parce que ce qu'on a amené, regardez juste le projet de loi sur les données. Ah oui, c'est sûr. L'an dernier, on n'a Ouais. pas été capable de le passer. Pour moi, c'est une des 4 fondations. Là, le premier ministre m'a beaucoup supporté. Il a dit, Christian, tu ne peux pas conduire tous ces projets-là en parallèle parce qu'il y avait comme un goulot d'étranglement. On l'a Ouais. vu l'année passée. Ouais. Fait que, il était assez gentil de convaincre certains ministres de prendre certains de ces projets de loi. Ah Fait oui, qu'exemple, projet de loi sur les données, il est en train Ah de oui, se bien faire. sûr, oui, c'est Il est vrai. en train de se Qu'on a faire. commenté, Puis d'ailleurs. c'est pas moi qui est là, c'est Éric Kerr, Ouais. qui, lui, est Absolument. au Trésor, cybersécurité, puis la numérisation. Alors, j'ai beaucoup d'aide de d'autres pour faire arriver ça, parce que, et c'est ça qui est un des 8 étapes de mon M. Cotter, c'est qu'il trouve, une fois que tu as fait la Ouais. vision, va chercher d'autres Des personnes, alliés. des alliés qui vont t'aider. C'est ça qu'on est en train de Ouais, faire. moi, je vous prends 2 balles au bon. La première, c'est que vous reviendrez nous parler de votre plan, votre projet de loi quand ouais. il sera déposé. Au mois de mars. On vous accueillera avec plaisir. Deuxième chose, c'est notre système professionnel. On en discutait tantôt. À 50 ans, dans le système, une petite réforme du système professionnel, là, je pense que ça nous ferait du bien à tout le monde. Et dans la santé, ce que je comprends qui est la priorité, mais aussi dans le monde des affaires. Le monde a changé depuis que le Code des professions puis nos lois qui nous encadrent ont Bien, été vous allez faites. pouvoir m'aider. Je pense que l'Ordre va beaucoup m'aider. Quand on va déposer le projet de loi sur l'efficacité de l'État Ouais. puis la création de Santé On Québec, ira le tout ça. commenter avec plaisir. Mais c'est sûr qu'il y aura des réactions négatives parce que il y a, tu sais, c'est les médecins, c'est les syndicats, c'est tout le monde qui est questionné dans on ne peut pas accepter le statu quo. Il faut que tout le monde change un peu. Si on veut que ça fonctionne, c'est pas vrai que c'est juste un groupe à qui on doit mettre la pression. Fait que ça, quand on sort un projet de loi comme ça, puis ça se discute dans les lettres aux lecteurs, Bien sûr. c'est bon. Ça vaut même. Je pense que l'Ordre peut beaucoup nous aider Parfait. là-dedans. Bien noté. Sur le décloisonnement, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on l'a vu tantôt, je donnais l'exemple des IPS. C'est Mme McCann qui a fait ça il y a 3 ans, juste avant que j'arrive. Ouais. Puis c'est aujourd'hui qu'on en profite. Fait qu'il faut que le temps de réaction soit plus court. Là, on est chanceux parce que c'est Mme Lebel, Sonia Lebel, qui était à la Oui, bien justice, sûr. qui est rendue au Trésor et on lui a redonné le décloisonnement des professions. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'on a tous les bonnes Les bons personnes joueurs. pour faire ce que vous voulez faire dans le décloisonnement. Fait que là, vous avez votre prochain plan, votre prochain projet de loi au mois de mars. Je vais commencer par faire celui que j'ai déposé, qui s'appelle la main-d'œuvre indépendante. Ça, c'en est un qu'on peut régler assez rapidement si l'opposition nous fait ça, pour qu'en mars, on puisse déposer l'autre et que je fasse ça, là, excusez l'expression, back-à-back, parce que celui qu'on va déposer en mars, il est assez costaud. Puis la pénurie de main-d'œuvre, êtes-vous capable de nous en parler un petit peu? Savez-vous comment. Moi, je fais face à ça, là. Moi, tout le monde m'appelle pour dire Geneviève, ça me prend plus de CPA. Vous faites dire ça prend plus d'infirmières. On n'a pas de baguette magique, là. On ne crée pas des infirmières ou des CPA. Comment on peut. Il y a le volet international, mais encore. Il y a. Je vais vous donner un chiffre, des fois, qui peut faire peur. Des fois, quand on connaît l'ampleur de la chose. On a évalué que les besoins en personnel de la santé, globalement, là, c'est pour les 5 prochaines années, c'est 125 000 personnes. Oh mon Dieu, c'est Ça veut énorme. dire que c'est 25 000 personnes par année. Par année. Par contre, on est 530 000 Dans le bassin actuel. dans le bassin. OK. Il y en a à peu près 350 000 qui sont des emplois directs, puis après ça, le reste, c'est indirect. Fait que prenons le 350 000. Ce qu'on s'est rendu compte, en analysant les chiffres, donc on est à l'aise des chiffres, là, j'en ai 10 000 que c'est normal, c'est de l'attrition. Prenez 350 000 à 3 l'attrition, c'est... Bien sûr. Fait qu'il y en a 10 000. Ça veut dire qu'il y en a 15 à 20 000 qui s'en vont, qu'on n'est pas capable de retenir. Ah ouais. Ça, c'est beaucoup. Puis ça, c'est pas de la retraite, ça, c'est de Non. l'attrition. Ça, c'est des gens pas là, qui normal. sont pas heureux là-dedans. D'accord. Qui viennent, ils regardent ça. Puis On ils a disent- engagé, durant le temps de la pandémie, dans une année, 50 000. Fait que c'est pas un problème d'attraction. OK. C'est beaucoup plus un problème de rétention. Je comprends. Alors, ceux qui s'en vont, qui s'en aillent travailler comme infirmières en Suisse ou qui travaillent dans les agences privées, c'est parce qu'ils sont pas heureuses puis qu'ils n'ont pas C'est les les conditions conditions. qu'ils aimeraient avoir. D'accord. Fait que la santé, c'est un emploi qui est très bien payé. Oui. Bon, on peut toujours améliorer ça, là, les syndicats Ouais, vont nous dire. bien sûr. Mais je dirais, globalement, c'est des gens qui sont bien payés.
mais en même temps, leurs conditions de travail ne sont pas à la difficiles. hauteur de ce qui... Et c'est ça qu'il faut changer. Ouais. Fait que moi... Fait que c'est là où vous vous êtes donné cette mission-là. Bon, fait que là, j'ai demandé, encore une fois, je travaille avec l'immigration. Le premier ministre a fait un groupe de travail de 4 ou 5 ministres, là. Travail, immigration, Ouais. habitation, qu'est-ce que j'oublie? Éducation supérieure, puis éducation. Donc, on a dit, nous, on sait que ça nous prend 15 à 20 000 personnes par année de ces 5 ministères-là. D'accord. Alors, ça, maintenant, on a clarifié ça, puis là, on va suivre ça avec un beau tableau de bord, mais au bureau du premier ministre. C'est pas juste moi. D'accord. C'est pas juste moi qui Puis là, cours vous avez après. le leadership. Ouais. Alors là, moi, j'ai dit, voici ce que j'ai besoin, puis là, on va essayer de faire arriver ça. Mais je pense que si on met les bonnes conditions gagnantes, je vais dire ça comme ça, je pense qu'on va être capable de régler en grande partie la rétention. Beaucoup plus. Bon. Maintenant, vous parlez des gens autour de la table. On a quand même un conseil des ministres qui a 4 CPA autour, dont C'est notre pas premier rien. ministre. C'est pas rien. On en est très fiers d'ailleurs. Comment ça change la dynamique dans le gouvernement d'avoir, on dit tout le temps, c'est un gouvernement de comptables. Puis moi, ça me titille des fois. Ouais, Comme si avoir moi un aussi. gouvernement de comptables, c'était une mauvaise Ouais, chose. ouais, tu sais. ouais. Des fois, dans les médias, là, j'ai un petit... Ah, moi aussi. Moi aussi. Puis je pense que c'est à nous, comme Je comptables, suis d'accord avec de ne vous. pas être gêné de ça. Moi je ne suis pas gêné de ça. Je pense que c'est très réducteur, de dire ça. Moi, je suis très à l'aise de dire oui, j'ai commencé comme comptable, j'ai fait de la vérification. Je suis très à l'aise avec ça. Mais c'est ce que j'ai ajouté. Bien sûr, tout le bagage. Tout le bagage, d'expérience. incluant les conseils d'administration. Là, vous me dites, moi, là, je parle à Jonathan Julien, Bien sûr. au conseil d'administration, Ah oui. ou je parle à France-Hélène. France-Hélène, bon. Non seulement on s'entend bien, mais savez-vous, c'est quoi notre rôle? C'est de vulgariser. Ouais. Quand Pierre Fitzgibbon, là, il vient expliquer un projet, là, c'est des gens qui sont habitués de vulgariser. C'est pour ça que j'appelle ça la langue des affaires. Les chiffres, c'est la langue des affaires. Alors, il n'y a plus personne, je pense, en tout cas, au niveau du conseil, qui se traite de comptable. Notre rôle, c'est d'expliquer aux médias que c'est pas un défaut. C'est pas. Mais pas un c'est ça. défaut Moi, d'être je vous avoue, des fois, je vois certains journalistes, certains autres qui disent c'est un gouvernement. Comme si c'était une mauvaise chose de se doter de tableaux de bord d'indicateurs. Mais... Non, puis je vais vous dire, moi, le plus beau compliment que j'avais eu, puis ce monsieur-là, il est décédé maintenant. C'est probablement une personne que j'ai beaucoup admirée, puis c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis en santé. C'est M. Castonguay. Oui, puis M. Castonguay avait déjà écrit dans son livre, quand j'étais un député en opposition, ça prendrait un comptable pour être ministre de la Santé. Il l'a écrit dans son livre. Il dit il ne faut plus de médecin. Il a dit ça, là. Fait que alors, aujourd'hui, moi, comment je dirais... Vous vous assumez pleinement. On m'assume pleinement, c'est bien dit. Vous vous assumez, mais moi, je trouve que notre formation, la vôtre en particulier, comme vous dites, c'est l'apport de tout ça que je pense qui est des fois méconnu dans notre profession. Les gens pensent qu'on fait de la vérif, qu'on fait des impôts de notre belle-mère dans notre sous-sol. Mais oui, on fait beaucoup d'autres choses que ça. Puis nous, on essaye dans nos campagnes publicitaires, que j'espère que vous avez vues, d'essayer de démystifier ça, hein, de dire les comptables, on n'est pas plates, on fait plein de choses intéressantes, mais je pense que malgré tous ces efforts-là, des fois, notre métier il demeure inconnu. Mais je pense j'en que profite, là, vous m'avez dit qu'on était une centaine à écouter aujourd'hui. 2000. Ouais, 2000. Je On trouve va ça... juste dire une centaine. Mais mettons que j'en profiterais pour dire, commencez à penser, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, il va y avoir dans cette configuration-là qu'on va mettre en place de très beaux emplois. Moi, quand je dis là, qu'il faut... J'en ai des comptables qui ont eu une belle expérience que j'aimerais qu'ils se disent pour moi, là, j'aimerais ça aller en santé. Ah oui? Ah oui, parce que... Venir servir. Oui. On a des postes, non seulement dans les 35, 6 et CIUS, mais on va faire une équipe de direction à côté, là, qui va s'occuper d'appuyer ces gens-là. Ça, c'est dans votre projet de loi qui va dont je ne veux pas trop parler aujourd'hui. Oui, donc vous reviendrez. Mais je veux juste que les gens pensent que s'ils pensent qu'ils sont rendus là dans leur carrière, j'en ai besoin de ces comptables-là, de ces gestionnaires-là. Ces CPA-là, Et ce que je vous dis,
aller chercher cette expérience-là, parce que ce soit dans les opérations, que ce soit sur les conseils d'administration, moi, c'est ça que je cherche. Je cherche des gens polyvalents, pas uniquement des gens qui ont de l'expérience en santé, qui sont capables d'amener un bagage différent pour regarder une problématique, des fois avec un œil différent. Un œil comptable, qui n'est pas une mauvaise chose, comme on a bien établi. Ouais. Bien, monsieur le ministre, merci beaucoup. Là, on a le temps pour des questions, messieurs, dames. Ça passe si vite que ça? Ça passe si vite que ça. Donc, OK. Vous devriez avoir, messieurs, dames, sur votre boîte, une place où vous pouvez inscrire les questions. Puis ça nous fait plaisir d'y répondre. Alors, je vois déjà qu'on en a, fait que vous permettez, monsieur le ministre. Alors, Vous pouvez les lire avec moi. Quel conseil donneriez-vous à un CPA qui souhaite amorcer un changement dans son organisation? Besoin d'une petite tape dans le dos là, pour se convaincre qu'on peut avoir toute l'influence nécessaire. Question de Mme Fauché. Bien, Stéphanie, moi, ce que je dirais, c'est... Tantôt, je parlais de la gestion du changement. Il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. Oui. Fait que, Stéphanie, allez vous acheter le livre que vous Ben oui, ou en tout cas, moi, je le prends toujours sur mon iPad. Ah, là, bon, parfait. C'est encore plus parce que vous l'avez 15 minutes. Oui. Et vous irez voir, il y a dans le livre que j'ai revu encore récemment, parce que je l'ai expliqué à toute mon équipe. Ah oui. Parce que j'ai dit, garde, on sait dans quoi on s'embarque. Alors, mon conseil, c'est de regarder ces étapes-là, puis de vous rendre compte, par exemple, est-ce que tout le monde est conscient, par exemple, qu'on a vraiment besoin d'un changement? Parce que des fois, si tout le monde n'est pas là, il faut trouver les façons de le faire. Mais je vous dirais de suivre ces étapes-là, c'est pas mal bon. C'est pas mal bon. Excellent. Donc, une belle réponse. Merci. Une question de Mme Allard. Comment cette langue des affaires d'être un CPA peut-elle vous aider à améliorer un système de santé? Comment ça nous aide, un santé publique évidemment, comment ça nous aide à repenser les choses dans une machine, Madame utilise le mot machine publique, qui est peut-être moins agile que dans le privé, là, disons. Bien, je pense qu'un comptable, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il y a des benchmarks. Il se compare. Oui. Hein? Nos tableaux de bord de temps. Nos tableaux de bord. Puis je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai fait qui m'aide beaucoup avec la machine en ce moment, c'est, tantôt, j'ai dit, c'est urgent. Puis après ça, c'est de nous comparer avec les autres. Oui. Et qu'on soit public ou privé ou... je me souviens quand j'étais, par exemple, dans des compagnies publiques comme Cascade, bien, ce que les analystes faisaient, disaient comment ça se fait que toi, avec le même capital, tu es capable de faire mieux ou pire que ça. Alors, cette comparaison-là, je me dis, même si c'est une organisation publique, il y a des organisations en santé. Je pense, par exemple, il y a une organisation en Californie qui est privée, qui fait des services médicaux pour 8 millions d'habitants. C'est à peu près notre population. Ouais. Je peux vous dire que les standards et les indicateurs sont les mêmes, mais la performance est beaucoup plus grande. Alors, c'est de trouver comment on challenge notre organisation, mais avec des paramètres, avec des indicateurs qui sont reconnus. Alors, moi, c'est comme ça que je travaille en ce moment, et c'est pour ça que le premier ministre m'a beaucoup aidé l'an dernier, quand on a publié le plan de santé, puis là, les comptables vont se reconnaître. J'ai dit, c'est pas bon politiquement de montrer qu'on n'est pas bon. C'est pas bon politiquement. Il n'y a jamais personne. Parce que là, tu donnes des munitions. Regardez ce qui se passe avec l'opposition en ce moment. Oui, c'est de la chair à canon. M. Dubé, vous êtes en retard dans les chirurgies. Oui, mais en ce moment, on a toute la même information. Puis là, on va suivre le progrès. C'est ça que je dis à l'opposition. Alors donc, ce benchmarking-là, pour moi, il est important. Puis de reconnaître qu'en l'expliquant au public, que des fois, on est bon, des fois, on est moins performant, ça aide beaucoup. Alors, c'est ça que je répondrais à Marie. Puis, vous parliez tantôt du Danemark en Californie. Est-ce que vous nous avez comparé avec d'autres provinces ou d'autres juridictions aussi? Le Québec avait de la misère à faire ça jusqu'à maintenant. Ah oui, OK. Pour toutes sortes de raisons. Des fois c'est le côté politique qui on dit que le Québec est toujours différent. Oui, mais pourquoi tirer dans le chaloupe? Bien, moi, je dis, on ne tire pas dans le chaloupe, là, on fait juste montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Fait qu'on n'était pas... Puis le plus beau... Tiens, c'est bon. Le plus beau compliment que j'ai eu dans tout le débat sur les transferts en santé, au moins, le fédéral a été obligé de dire, bien, le Québec a pris une avance sur les autres. Ah, c'est bon. On n'a pas besoin de leur demander plus d'informations. On n'a pas eu l'argent qu'on voulait, ça, c'est un autre débat. Mais au moins... Ils ne pouvaient pas nous dire on en veut plus en termes d'information. Publiquement, on met tout sur la table.
Bon, alors, c'est une autre très bonne réponse à votre question. Oh, ça, c'est une question avec un gros souci je vais dire, d'intérêt. Conseillerez-vous de faire de la politique active pour les CPA? Bien, j'aurais de la misère à dire pourquoi moi j'ai aimé ça puis que je ne le recommande pas. Ouais. Il y a eu... Oui, c'est une bonne question, ça. Moi, la réponse, je dirais, pas pour tout le monde. Okay? Qu'est-ce qu'il faut être prêt à faire et à ne pas faire? OK. Je dirais, il y a un bon livre qui a été écrit, petit livre, 60 pages, par Lucien Bouchard, qui a dit, puis là, le titre exact, je ne me souviens pas, j'ai lu ça pendant que j'étais à la caisse, donc entre mes deux périodes où j'étais en politique. Et c'était quelque chose comme testament à un jeune politicien. C'est à peu près ça le titre de Lucien Bouchard. Et il dit que la première décision à prendre, c'est le quand. Le quand. Le quand. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais comme Gabriel Nadeau-Dubois tout de suite en sortant de l'école? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Là. Ou tu le fais comme Dubé, puis tu le fais très tard quand tu as accumulé toute cette expérience. D'accord. Ce que Lucien Bouchard disait dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de bonne recette. C'est bon, la contribution qu'un GND fait ou qu'une Véronique Yvon. Des gens qui ont peut-être moins d'expérience, mais qui amènent une espèce de vent de fraîcheur où les jeunes vont se reconnaître. Tout ça. Fait que j'avais trouvé ça intéressant parce que Bouchard disait il y a des gens qui sont mieux d'arriver plus tard parce qu'ils apportent une expérience, puis d'autres plus jeunes. Bon, maintenant, je vous dirais que maintenant, la deuxième chose que je dirais à penser, je pense que c'est difficile sur la famille. Très difficile sur la famille. Parce qu'on est dans la sphère publique. On est dans la sphère publique. Les réseaux sociaux sont excessivement difficiles depuis. Puis moi, ça a été peut-être la décision la plus difficile que j'ai prise quand j'ai décidé de me représenter là, à la dernière élection. C'était l'impact que ça a sur notre famille. Fait que si la famille est déjà plus solide, après un certain temps, c'est peut-être le facteur qui vient compléter le camp que je parlerai tantôt. Là. Mais quelqu'un qui arrive avec 2 jeunes enfants puis qui est à Québec 3-4 jours par semaine, je peux juste vous dire qu'il n'y a pas rien que les réseaux sociaux, qu'il y a la pression du ou de la conjointe. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon. Merci. Ça, c'est une excellente question. Comment allons-nous redonner confiance à notre système de santé? Et que je l'aime, cette question-là. Ah, bien écoutez, gestion de changement, c'est nos succès. C'est rien que ça. C'est en démontrant, là, c'est vos petits succès de tantôt qui vont finir par s'accumuler. Je vous le dis, là, voici mon plan pour m'en aller à Montréal, OK? Puis si je vous dis, je vous appelle à toutes les 20 minutes, puis je vous dis, je suis rendu là. Puis je suis rendu là. Je vous avais dit que je serais rendu là tout à l'heure. J'ai le droit d'arrêter au Madrid, puis je vous le dis, c'est là que... Mais je donne ça simple, mais c'est juste ça. Mais il faut avoir fait le plan. Alors là, aujourd'hui, quand on a des succès, comme tantôt je vous ai expliqué, bien là, les gens commencent à se dire, OK, je le vois, ton casse-tête, là, il s'en vient. Alors, c'est We gotta walk the talk, comme on dit, là, avec la loi 96. Je ne peux pas parler en anglais, mais we gotta walk the talk. Ça, c'est une excellente question, peut-être un peu personnelle aussi. Avez-vous eu des moments de découragement pendant la pandémie, j'imagine? Pendant la pandémie, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à dire « je continue » Bien, j'avais une équipe de jeunes, parce que, sans aller dans le détail, pour ceux qui s'intéressent à la politique, il y a toujours le cabinet, c'est la petite équipe du ministre. Après ça, il y a le ministère et puis il y a le bureau du PM. Ça, en gros, là, et ces trois-là, on a fonctionné en symbiose. C'était vraiment très, très fort. Puis au cabinet, j'avais des jeunes là, qui faisaient du 7 jours sur 7, puis qui étaient là 18-20 heures. Puis c'était des jeunes qui se rendaient compte qu'ils faisaient quelque chose qui n'était jamais arrivé. Là. Cette pandémie-là, là, ça remonte à la tuberculose il y a une 50aine d'années. Fait que on avait la chance. En même temps, oui, ça a été difficile. Je peux vous dire que juste l'hiver 2022, là, quand
quand on pensait qu'avec la vaccination, c'était réglé, puis tout ça, puis là, on se retrouve avec le deuxième couvre-feu au mois de décembre. Ça, là, je peux vous dire que ça a été les pires. J'étais obligé de canceller. Je m'en allais quelques jours en Floride. J'ai tout cancellé ça. Puis sur la famille. Oui, c'est encore une fois. Parce que la famille, c'est elle qui... Alors non, ça, je peux vous dire que... Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé avec le premier ministre, puis j'ai dit, là, il faut que je décide avec la famille si je reviens. Bien là, je savais à quoi m'attendre, là, parce que... Alors là, ça va mieux. Je pense que ça va beaucoup mieux. Je suis un peu plus en contrôle de mon horaire. Parce que là, je dirais pas que la pandémie est finie, mais on a un meilleur contrôle sur le virus, etc. Fait que, je suis revenu un peu à mon horaire du trésor. OK. Je vais dire ça comme ça. On va voir ça de façon positive. Ouais. Est-ce que quand vous êtes arrivé en santé, encore une fois, ça a été perçu, je ne sais pas si bon mot, c'est bizarrement, mais c'est quand même inusité, là, un ministre de la Santé qui vient plutôt d'un monde des affaires en politique. Est-ce que vous avez senti de la résistance ou vous avez senti une espèce de... Oui, bien... Oui, oui, ça... question de... Je m'excuse. M. Girard qui nous pose la question. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une parenté avec Éric Girard, mais oui, j'ai senti de la résistance. Puis c'était facile de dire c'est le comptable. Qu'est-ce qu'on va faire avec un comptable? Là, Puis d'ailleurs, il y a des sous-ministres adjoints que je respecte beaucoup maintenant, après, ça va faire 3 ans, là, comme je disais, qui m'ont dit on n'y croyait pas au début. Ah oui, vous avez fait face à ça. Ils ne croyaient pas. Ah oui. Et je vous dirais, je me suis concentré sur mes forces. En me concentrant sur mes forces, dont les tableaux de bord, dont les systèmes, dont le travail en équipe, puis au fur et à mesure, là, les gens ont dit, bien, il veut comprendre. Je faisais pas ça. Puis ça, là, vous allez être d'accord avec ça. Il n'y a rien de pire que de faire semblant de comprendre, puis quelqu'un s'en rend compte. Quand tu dis, écoute, tu vas recommencer, je ne l'ai pas compris. Ça, maintenant, je le gère bien, mais ça, je ne le comprends pas. Les gens apprécient ça. Parce qu'ils sont capables de se dire, attends une minute, là, je ne peux pas l'emplir. Quand il ne comprend pas, il le dit. Il le dit. Et c'est pour ça que je pense qu'avec le temps, tu établis une certaine crédibilité que tu pars avec ce que tu connais, puis tu fais arriver ça, puis tu as des petits succès. Hein? Comme je disais tantôt, on en revient là-dessus. Puis là, de dire, bien, je pense qu'on peut faire ça ensemble. Bien, moi, je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Les CPA, je trouve qu'on a la bonne qualité de dire on sait ce qu'on sait, mais on sait aussi ce qu'on ne sait pas. Et puis là, puis on est capable de l'être ouvertement, franc, de dire j'ai pas compris. Oui, parce je pense qu'on nous montre à travaaller avec des experts. Oui, c'est ça. Même quand tu fais une vérification, tu ne connais pas le régime de retraite, tu vas engager un actuaire. On est habitué de faire cette analyse-là complète. Vous l'avez appelée 360, vous avez absolument tantôt. Monsieur Laurier qui nous pose une question. Comment attirer les CPA à siéger sur des CA dans le domaine de la santé? Votre appel à l'action de tantôt. Oui, puis je dirais au CA, puis même dans des postes de direction, je dirais les deux. Oui, Monsieur Laurier sur notre conseil. Oui, bien... je pense qu'on l'a dit, je vais faire attention, mais Éric Girard a dit qu'on voulait maintenant rémunérer les conseils. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je trouvais que c'était... Écoute, tu vas aller chercher les bonnes personnes pour t'aider dans les conseils. Bien, je pense qu'il faut qu'ils soient rémunérés. Puis ça, c'est une chose qu'on veut faire. Alors, Éric, si c'est pas passé, il s'en vient avec ça. Il s'en vient avec ça. Le ministre Mais outre la rémunération, l'apport d'une profession de CPA à un conseil d'administration, même dans le milieu de la santé, vous y voyez beaucoup de valeur. Bien oui, parce que ce que M. Girard a fait l'an dernier, ou il y a 2 ans, puis là, je ne m'en souviens pas, des fois j'oublie, des fois des dates, mais il a montré comment un conseil d'administration doit être complémentaire. On ne peut plus prendre juste du monde qui vienne compléter un... Il faut montrer, comme il y a les standards dans les compagnies publiques. Oui, avec des grilles de compétences. Avec les grilles de compétences. On a mis ça en place aussi. Alors, c'est sûr qu'on va aller chercher des fois des CPA pour leur connaissance financière, mais aussi pour ce qu'ils amènent en termes d'autres expertises. De gouvernance, de gestion. Oui. Ici, on vous demande vos mots de sagesse, Monsieur le ministre. Oui, mais je ne suis pas sage. Oui, vous êtes sage. Votre conseil numéro 1 pour un jeune CPA qui commence sa carrière en entreprise. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a quelques années de ça maintenant, quand vous étiez au début? Bien, comme je le disais tantôt, je pense qu'il faut
il faut lire un petit peu. Il faut lire. Oui, il OK. faut lire un petit peu. Je pense que l'expérience, premièrement, la formation est importante. On vient de le dire, Oui. la formation de CPA. Aller chercher de l'expérience un petit peu partout. Puis des fois, ça veut dire changer d'emploi. Des fois, ça veut dire tout ce que l'expérience peut donner. Mais de lire. Moi, je me rends compte, pour ça, tantôt, je disais, certains auteurs que j'ai lus peut-être plus tard, j'aurais aimé ça plus tôt. C'est J'aurais vrai, aimé vous ça avez les dit ça avoir plus tantôt. tôt. Alors, c'est peut-être le commentaire que je Ah, super. Alors, une question, il nous reste quelques minutes. Ouais. On y va. Comment augmenter l'imputabilité au sein de la fonction publique? Monsieur est fonctionnaire, donc Monsieur Poirier dit qu'il faut davantage plus de CPA dans l'administration publique. Il semble avoir une déconnexion, c'est ces mots, entre servir les citoyens et viser les économies. Ah, OK, C'est ouais. toute une excellente question. C'est vraiment une excellente... Je vais essayer de répondre en deux. L'imputabilité, pour moi, c'est galvaudé, cette expression-là, puis je suis content d'avoir la question. Il faut définir qui fait quoi, puis qui est responsable avant de dire que vous êtes imputable. Ça a l'air de rien, là, mais ça part du ministre qui délègue à quelqu'un, puis qui délègue à quelqu'un. C'est normal de déléguer. Tu peux pas avoir... bien sûr. Tu peux pas... En ce moment, je vous donne un exemple. Madame Savoie, comme sous-ministre, je l'ai dit plusieurs fois, elle a 15 sous-ministres adjoints, puis elle a 35 PDG. Elle a 50 personnes qui se rapportent à elle. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir ça. Donc, il faut qu'il y ait un niveau de délégation qui soit clair. Les droits décisionnels. Puis à chacun clair. Bon, je reviendrai, mais dans le projet de loi qu'on va déposer en mars, on va clarifier ça, M. Poirier. Là. Et où cette délégation-là? D'accord. C'est ça qu'on appelle de la gouvernance. Les gens n'aiment pas ça, mais c'est ça de la gouvernance. Moi, je pense, puis d'ailleurs, là, je ne vais pas faire de politique, je vais faire attention, mais des anciens ministres comme M. Barrette, comme Carlos Leitao, ont dit qu'ils sont allés trop loin dans les coupures. Ils l'ont dit récemment. Là. Et pourquoi je vous dis ce que vous posez, c'est important, c'est qu'on a enlevé une couche de cadre qui était critique. Oui, on l'a fait pour couper, mais on a coupé... Dans la gouvernance que on a coupé la chaîne de tantôt, là. commandement. Ah, on a OK. coupé la chaîne de commandement. Puis je vous dirais, là, j'en parle trop, mais cette gestion de la proximité, je vais y revenir. Des fois, il y a un coût à ça. Il ne faut pas se le cacher. sûr, Il y a un bien sûr. coût à ça. Oui, bien sûr. Mais si on veut faire de la vraie décentralisation, il faut qu'il y ait cette chaîne de commandement-là qui suit. Fait que Soit clair. votre question est très bonne. Et je pense que les économies, ça prend un comptable pour dire ça, ça ne devrait pas toujours être le seul facteur. Ouais. Est-ce que j'ai la bonne... Tu sais, c'est comme quand tu fais une vérification interne. Est-ce que j'ai les bons contrôles aux bons endroits? Aux bons endroits. Bien ça, la journée qu'on comprend ça, bien on dit la gouvernance doit suivre ça. Bon. Bien, je prends votre balle au bon. On vous réinvitera avec plaisir Si vous voulez. dans les prochaines semaines pour parler de votre super projet de loi. Merci beaucoup. Mars-avril. 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 On Mon doit dire ça équipe, comme vous ça. en prenez note. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Ça fut un super entretien. Encore une fois, messieurs, dames, merci à vous. Merci à nos partenaires que j'ai toujours le plaisir de remercier profondément, donc la personnel Desjardins, Décimal et Vigilis. Je vous souhaite à la prochaine. Au revoir. Merci.